Bonjour, nous allons donc étudier la clôture du CAC 40 au vendredi 29 octobre. Donc le CAC 40 a clôturé à 6830 points, 34 avec une hausse de plus 0,38 seulement. La bougie de vendredi là est une très belle bougie puisqu'on voit bien une dynamique haussière par rapport à la veille avec une tentative dans la journée d'avoir touché les plus bas de la veille sans pour autant avoir clôturé dans cette zone. Donc on est bien plus haut qu'en fait la veille et on est revenu en fait toucher ces deux points ici sur ces bougies là qui étaient en fait la dynamique baissière qui nous a amené à faire un gap le lendemain. Donc toujours graphiquement, on voit ici Directional Index Mouvement avoir eu un joli petit signal d'achat ici. Après en avoir eu un en fait un ici qui s'était révélé judicieux puisqu'on a eu une belle hausse. Et puis ensuite ici là on a eu une zone d'incertitude puisqu'on avait peut-être un peu trop monté. On a comblé le gap, on n'a pas réussi à combler le deuxième gap et ensuite on a eu un signal d'achat qui était en fait très beau puisqu'on a toujours cette dynamique haussière depuis. On va un petit peu dézoomer et regarder un petit peu l'évolution du CAC 40 depuis le point bas du 17 avril, du 17 mars pardon, 2020. Donc on a vraiment une belle période haussière et ce qui nous a permis d'avoir un range haussier depuis cette date avec un point bas seulement et une belle amplitude dans ce range où en fait les cours ont tendance à caracoler plus vers le haut du range que le bas du range à ce qu'on voit, sauf dans cette période là et donc vraiment une petite période où on a vu ce point bas qui en fait ensuite a donné lieu à une très très vive hausse et donc on voit bien que le marché chaque fois va toucher des points plus haut et plus haut et plus haut et donc le marché est donc très haussier de mon point de vue. Alors en fait tout ça c'est factuel mais on va quand même regarder la moyenne de 12 qui est comme vous le savez quelque chose que je suis beaucoup. On voit qu'elle est bien acheteuse depuis déjà pas mal de temps. Donc on a un beau mouvement, on a vraiment un beau mouvement haussier qui est un petit peu corroboré par tous les indicateurs qu'on peut voir ici ou là. Si on regarde un petit peu la Bollinger Band, elle s'écarte légèrement, elle est orientée vers la hausse, vers le haut, et donc elle va continuer à monter. Et il est bien probable que les cours continuent à faire progresser cette bande Bollinger vers le haut, un petit peu comme on voit ici, où on voit que tant que les cours montent, la bande Bollinger, elle reste orientée, bien orientée d'une manière très positive. On va regarder aussi, pour terminer l'analyse du CAC 40, Ichimoku. Alors Ichimoku, c'est simple, je vous l'avais dit que si on sortait du Kumo à ce moment-là, je vous avais dit qu'il y avait de grandes chances qu'on sorte du Kumo. Ce fut pas le cas, mais on est resté dans la bande haute du Bollinger, enfin du Kumo, qui équivaut un peu à une bande Bollinger dans les faits, mais calculée différemment. Et là, on était sorti, je pense vous l'avoir dit aussi, que certainement que nous aurions un pullback et que nous repartirions. On a eu le pullback qui n'a pas réussi à toucher même pas réussi à toucher le Kumo, et on est reparti. Donc là, on est quand même vraiment dans une configuration où
on a beaucoup plus de chances de voir, en termes d'occurrence, hein, le marché continuer sa hausse et éventuellement, si il devait souffler et revenir toucher le Kumo, on aurait simplement un retour à 6654 et je pense que on aurait peu de chances de voir le marché aller plus bas que cette très très forte zone. C'est vraiment un support sur lequel, si on revenait par là, il faudrait sortir ses munitions et réarmer de façon à peut-être augmenter ses positions plus que ce que nous avons actuellement. Alors concernant les valeurs, hein, tout simplement, vraiment la valeur sur laquelle j'aimerais peut-être un peu m'étendre aujourd'hui, c'est Tesla qui gagnait encore 3,43% vendredi, soit plus de 21% dans la semaine. Alors dopé par une commande de 100 000 véhicules par le loueur Hertz, la capitalisation de Tesla est aujourd'hui supérieure à 1030 milliards de dollars, ce qui place Tesla juste derrière Apple et Microsoft, Google et Amazon. Cette progression est d'autant plus importante et impressionnante qu'elle s'observe lors de pénuries de semi-conducteurs. Donc le titre est réellement cher là aujourd'hui, mais je reste toujours très positif sur ce titre car il semble que ce n'est que le début et le titre Tesla garde toujours une bonne longueur d'avance tout en restant en plus le plus rentable du secteur. Alors, quand on regarde le graphique, effectivement, c'est hyper impressionnant, c'est un mur. Moi, j'ai tendance à jamais acheter dans ce type de configuration, hein, car effectivement, que peut-il se passer sur une hausse pareille? Je sais plus, j'ai plus les chiffres hein, de quelle zone j'étais rentré sorti, mais rappelez-vous, j'ai dû acheter sur cette sortie ici et certainement vendre sur cette zone-là, quoi. Alors effectivement, j'ai loupé, ou peut-être par là, je crois que je suis sorti sur cette bougie-là, effectivement, où je pensais qu'effectivement il y allait avoir un retracement. Il n'y a pas eu. Il n'y a pas eu. Et donc, la bourse, hein, c'est comme ça. On a forcément des fois des décisions prises qui font que on n'est pas rentré au plus bas et sorti au plus haut. Ce qui est important, c'est pour moi, c'est d'avoir pris ce mouvement. Alors effectivement, on est toujours un petit peu déçu quand on regarde que le titre qu'on avait en portefeuille est sorti du portefeuille et qui continue à grimper de plus belle. Mais voilà, la bourse, c'est aussi le temple des regrets. Ce qu'il faut aussi un petit peu, peut-être pour se consoler, ou tout simplement essayer de vous faire comprendre que voilà, on rentre jamais au plus bas et on sort jamais au plus haut, mais que en ayant vendu du Tesla, d'ailleurs on n'est pas vendu que du Tesla, on a vendu du Schneider, on a vendu du Grayscale, du Veolia, Seagate, Soitec, STM, on a vendu BMP et Falcon Mineral sur lequel on avait aussi gagné un peu plus de je crois 25%. Donc en gros, ce qui a été un petit peu perdu ici a été regagné ailleurs. Et j'aime pas trop ce terme se consoler, mais effectivement, ça nous a permis de toute façon d'avoir peu ou prou le même résultat et voire même un meilleur résultat car effectivement STM, BNP, Seagate, Veolia n'ont pas grimpé autant que le titre total notamment sur lequel on s'est reporté. On va regarder effectivement maintenant le titre total qui gagnait plus 0,17% à 43,37 € vendredi soir. Effectivement, on a fait que
augmenter notre position sur Total pendant toute cette fin de hausse d'ailleurs, et aussi sur cette période de baisse. C'est vrai que sur le haut, hein, sur les 44-45, on a préféré ne plus toucher le titre, mais effectivement sur les 43 et quelques, on a commencé à recontinuer notre accentuation de positionnement sur ce titre, mais pas seulement Total, on s'est remis aussi sur AXA, sur Orange, sur Coface, qui a publié d'excellents résultats, et sur Realty Income. Et donc quand on regarde effectivement le graphique de Total, on voit aussi, hein, que là, effectivement, on est sur justement une période où sur la moyenne de 12, Total est repassée vendeuse. On regarde que euh, le titre sur DMI Directional Index Mouvement est aussi vendeur, mais qu'on voit que il est bien possible, si on ragrandit un petit peu, que ça repasse acheteur. Donc de toute façon, ce titre, on le traite si possible d'une manière graphique, mais aussi surtout euh, d'une manière intelligente, car c'est vraiment, je pense, un titre qui vaut au moins 52 euros au niveau macroéconomie. Hein, si on analyse ce titre, c'est un titre qui est sous-coté. Et les raisons sont assez simples, hein, parce que alors qu'il y a une vive remontée du gaz et du pétrole, Total a vu son chiffre d'affaires bondir de 41% à 145,5 milliards de dollars, et la faiblesse des stocks ainsi que le redémarrage de l'économie, le redémarrage du trafic aérien devrait, à mon sens, permettre à Total de continuer à surperformer. Alors, en termes d'investissement, Total aura consacré 3 milliards d'investissements au développement de l'électricité renouvelable et au niveau de l'électricité, visant ainsi le plus que triplement de ses capacités installées, passant de 9,5 gigawatts sur sur en fait jusqu'à septembre, hein. Et puis on avait de mémoire, là je me rappelle plus, mais je crois que c'était de passer à 35 gigawatts en 2025, ce qui fait un quasi triplement. Donc finalement cette hausse est plus que justifiée. Là je persiste à penser qu'on va certainement dans les faits ici stagner un petit peu avant de rebondir. On pourrait retourner encore une ou deux fois sur les 43, voire 42 au pire, et ensuite effectivement repartir après avoir pris un petit peu de force, repartir sur les 50, voire 55, et voire plus, car dans les faits, je pense aussi que le pétrole et le gaz vont continuer à augmenter, et donc si jamais les prix se renchérissent sur ces matières premières, forcément les cours de Total en profiteront. Alors on va regarder un petit peu notre tableau de résultats qui va nous permettre un petit peu, enfin je vais essayer de vous faire comprendre ma stratégie qui est plutôt axée sur un positionnement permettant de recevoir des dividendes de plus en plus importants. Donc les arbitrages qui ont été faits ici, là et là, nous permettent d'extraire de la performance, hein, quand on vend du Tesla avec une bonne marge, quand on vend des sociétés qui nous ont donné 20% en une semaine, etc. Effectivement, on extrait de la performance, et cette performance supplémentaire par rapport à ce que vous comparez à un indice comme le CAC 40 qui a fait plus 22,57% depuis le début de l'année, ou le SP500 qui fait à peu près la même chose. Cet argent, si vous la réinvestissez sur des titres qui crachent du dividende trimestriel, mensuel ou voire annuel, mais avec des titres qui crachent vraiment un gros rendement, effectivement, vous allez sur le long terme continuer à surperformer encore plus le marché.
Si on compare voilà, notre résultat là aujourd'hui au CAC 40, nous avons fait 26,56%, alors que le CAC fait 22,57% et que la plupart des gérants sont de l'ordre de 19 à 22%. Dans les faits, on a fait jusqu'à présent une excellente année. Si on compare simplement au CAC 40 notre résultat par rapport à notre méthodologie de travail, on fait quand même à peu près 4% de plus que le marché. Ce qui est vraiment, je dois dire, très bien parce que bon, après, on peut toujours essayer de battre le marché x2, x3, mais dans ce cas-là, vous prenez des risques complètement inconsidérés. Et ce que je ne vous conseille pas de faire, c'est toujours vers ça que j'essaye de vous amener, c'est d'essayer d'au moins faire à peu près ce que fait le marché, mais si possible d'essayer de le battre. Et c'est ce qui est fait pour l'instant. Et quand vous regardez l'ensemble des valeurs qui composent notre portefeuille et qui nous permet de cracher beaucoup de dividendes, tout simplement, vous regardez, c'est Total, sur laquelle on s'est encore un peu plus repositionné, puisque là, on a pratiquement 52% de notre portefeuille sur Total. On a acheté une petite ligne d'AXA encore dernièrement, vendredi, juste un petit peu avant la hausse d'ailleurs, qui porte notre capital sur AXA à un peu plus de 6%, et on a Orange qui est pratiquement aussi à 6%. Après, on a Shell Midstream qui ne performe pas, mais son tour viendra, il faut être patient. Et surtout Coface qui au prix où nous on a acheté, on doit être à peu près à 11% de rendement en moyenne, je pense, et on est pratiquement à 5% du capital là-dessus. Donc rien que sur ces 3-4 valeurs, on a une belle perspective de rendement. On a Taiwan Semiconductor qui est plus une valeur de croissance, et donc là-dessus, qui est pratiquement 5% de notre capital sur Taiwan Semiconductor. On a allégé à très très bon compte Taiwan Semiconductor parce qu'on a allégé quasiment au plus haut la moitié de notre position, ce qui nous a permis effectivement de racheter aussi du Total à ce moment-là quand on l'avait fait. Et on a aussi d'autres valeurs qui crachent du dividende qui sont Realty Income, et ça c'est du rendement mensuel. Au prix où on a acheté nos Realty Income, on est à 4,60% de rendement annuel, mais c'est un dividende qui est versé mensuellement. Donc c'est très intéressant d'avoir du dividende mensuel pour continuer à racheter des titres qui sont eux bon marché, et une fois qu'on les a revendus, on extrait de la performance et on se reporte encore sur ce type de titre qui, je le rappelle, crache beaucoup de dividendes. C'est assez rare dans l'histoire de la bourse de voir autant de sociétés, et de très très bonnes sociétés, qui versent des rendements aussi importants, en moyenne supérieurs à 5%, alors que si on se compare tout simplement au livret A, hein, qui verse lui 0,5% d'intérêt, vous êtes au moins 10 fois au-dessus du taux servi, et qui est en plus plafonné, hein, parce que vous ne pouvez pas mettre autant d'argent que vous y voudriez, et que de toute façon c'est tout bonnement pas intéressant de mettre votre argent sur ce type de livret quand on voit les rendements qui sont servis sur les actions. Vous avez aussi Bouygues, Coca-Cola, L'Oréal, Air Liquide qui font partie en diversification et en termes de qualité de ces sociétés, qui représentent la plus grosse partie de notre portefeuille. Tout le reste, après, ne sont que des petites lignes, hein. Si vous regardez en dessous de Kimberly Clark Corporation, qui est une très belle société, mais qui nous a un petit peu déçus, qu'on conserve pour le rendement, qui est versé trimestriel. Tout le reste, GTT, qui est une très belle société aussi, qui verse un bon rendement, mais en dessous, vous êtes complètement sur des petites lignes qui représentent même pas 1% de l'ensemble de notre patrimoine. Et toutes ces sociétés ont forcément vocation à un moment donné à être vendues pour extraire de la performance. Et ce que vous pouvez voir, c'est que parfois ces sociétés-là restent assez longtemps
dans notre portefeuille parce que tout simplement, soit on a fait le mauvais choix de l'acheter trop tôt, ou soit tout simplement la société a légèrement déçu, mais n'en demeure pas moins que avec le temps, on arrive très souvent à se sortir de ces sociétés avec un modeste gain et parfois même des très gros gains parce que parfois, eh bien tout simplement, vous avez été en avance à les acheter, vous avez peut-être mieux apprécié le marché que d'autres, mais tout simplement dans un timing qui ne permettait pas d'extraire de la performance rapidement. Alors tout ça nous fait quand même un résultat sur 2021 jusqu'à présent de plus de 135 000 euros, ce qui est une très très bonne performance, tout du moins de mon point de vue. Maintenant, ceci étant dit, on surveillera l'euro-dollar qui est en fait, on voit bien que sur le graphique là, on voit bien tout simplement un range baissier, on voit un petit canal haussier, baissier pardon, qui tape plutôt sur le bas du range. Alors, on a évidemment des remontées pour pouvoir continuer à retaper des points plus bas. Là, on avait une remontée et là, on a vu ici aussi vendredi une belle hausse du dollar par rapport à l'euro. Et je pense que le dollar, enfin, compte tenu de ce graphique, le dollar va rester haussier. Et c'est aussi pourquoi on privilégie pas mal les sociétés américaines. Maintenant, regardons un peu plus sur du long terme. Et on s'aperçoit que sur le dollar, hein, vous voyez que il peut y avoir des vives tendances haussières, ensuite des tendances baissières aussi vives et parfois très longues, comme des tendances haussières qui peuvent durer un certain temps. Aujourd'hui, on est dans une tendance baissière. Combien de temps va-t-elle durer? Va-t-elle être encore plus vive? On n'en sait rien. Mais en tout cas, on est bien dans une tendance haussière, baissière pardon, sur l'euro et haussière sur le dollar. Maintenant, graphiquement, vous voyez ces deux points ici qui étaient des points très forts qu'on a pu tracer ici. On voit que dans les faits, ici, le marché, si on fait un petit zoom, on voit bien que ça a été recassé ici et j'ai bien moins l'impression qu'on va un petit peu continuer à perdre de la valeur au niveau de l'euro par rapport au dollar pour certainement aller toucher ce trend qui ici qui se situe à, on va dire, 1,13, un 12, un 13 et que si on regarde sur plus long terme, on pourrait même aller se repromener sur 1,07, voire carrément aller toucher 1,06 sur voilà, un peu plus de temps. Hein. Ça va pas, si ça se fait, hein, ça va pas se faire en 2 jours, mais en tout cas, il y a encore de la valeur à prendre sur le dollar. Donc si on a des valeurs dollars, même si elles ne performent pas, supposons qu'elles restent sans augmenter, c'est tout simplement grâce aussi aux variations des taux de change que vous pouvez aussi performer, ce qui a été un petit peu notre chance, puisqu'il y a aussi de la chance dans notre métier, vendredi, puisque dans les faits, on avait gagné, notre portefeuille s'était apprécié jusqu'à plus de 27%, et puis effectivement, comme Total, qui représente une grosse partie de notre portefeuille, à elle sous-performé et c'est pas très très bien comporté et donc dans les faits on a reperdu un petit peu de pourcentage sur nos gains, mais le dollar a contrecarré tout ça pour nous faire perdre que légèrement quelques dixièmes de pourcent sur notre score. Alors avant d'aller voir un petit peu les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, qu'est-ce qu'on va surveiller dans les jours qui viennent? On va quand même, afin de préserver notre avance hein, sur le CAC 40 ou sur le SP 500, on va surveiller toujours la flambée des matières premières.
et la pénurie des semi-conducteurs qui, à mon avis, se sont installés pour quelque temps. Donc, moi personnellement, oui, je regarderai aussi les taux d'intérêt, l'inflation, tout ça, ça me paraît un petit peu inscrit dans le marbre. Donc, on a quand même le temps de voir les choses bouger. Et mon constat est le suivant. Je pense qu'on aura un besoin en électricité de plus en plus important. Je pense que les besoins en électricité vont même exploser dans le futur proche, notamment à cause de l'essor des voitures électriques, mais des crypto-monnaies et de notre engouement à utiliser nos téléphones portables, tablettes et autres, ce qui va, la 5G aussi hein, notamment, mais ce qui va certainement causer des petits problèmes pour nos gouvernements concernant la taxation liée aux hydrocarbures. Et je pense que ces derniers trouveront très certainement à répercuter les taxes sur le prix de l'électricité dans un futur proche. Alors, sur quoi investir quand on croit à l'électricité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, moi personnellement, je n'investirai pas dans EDF. Et l'action totale me paraît être la société qui est la moins bien valorisée et qui bénéficiera de tous ces investissements actuels dans les 10 prochaines années sur le marché de l'électricité. Alors, sinon, moi, maintenant que ceci est dit, sur les crypto-monnaies, je vous l'ai dit, ça ne doit pas représenter plus de 1 à 3% de votre portefeuille. On a vu un très très beau rallye là qu'on voit là sur le Bitcoin. On voit une petite correction qui est tout simplement due, à mon avis, hein, à mon sens, à des prises de bénéfices. Moi, je m'étais beaucoup plus porté sur le BNB, hein, l'écosystème de Binance me plaît bien. Je vous propose d'acheter en DCA quand vous achetez de la crypto-monnaie, surtout pour ceux qui commencent et qui n'ont pas bénéficié de la hausse des crypto-monnaies. Acheter des grosses sommes maintenant, c'est vraiment quand même dangereux. Donc surtout si on ne veut pas que les crypto-monnaies pèsent plus de 1 à 3% de vos investissements. Alors, quand on regarde le Bitcoin, on va regarder tout simplement le Bitcoin. On a donc cassé les plus hauts. Euh, on fait un pullback. Un peu difficile de dire ce qui va se passer. Moi, personnellement, je pense que c'est tout simplement un pullback qui va permettre d'aller beaucoup plus haut et dans un proche avenir, moi, je viserais plutôt les 68 000, 70 000 dollars. Voilà. Par contre, effectivement, il y a des possibilités d'investir dans d'autres crypto-monnaies. Moi, personnellement, je privilégie le BNB d'abord, ensuite le Bitcoin et ensuite en diversification le VET. Donc voilà les trois crypto-monnaies sur lesquelles je me porte. Mais il y en a d'autres, à vous de faire votre choix, mais soyez prudents. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.